Angalade, que ce soit que Utabraza, Luanda, au South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si vous yo Kanatikeli, iyo papa. Bana poto, bana États-Unis Mubimba, tunabino GIA, Okolo Masolo. Tu règnes par la justice, la course au pouvoir, toujours des coups d'état, toi Africain. Tu es champion de la guerre, mais c'est toi toujours qui as fait. J'ai pris la peine de travailler sérieusement à partir de documents confidentiels, de documents officiels, des témoignages d'acteurs, et j'ai confronté toutes les données. Est-ce qu'on nous a menti sur ce qui s'est passé? Oui. On nous a menti parce que lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu le 6 avril 1994, une guerre est déclenchée au Rwanda entre les rebelles Tutsis dirigés par Paul Kagame et l'armée gouvernementale du président Habyarimana. Et lorsque cette guerre est déclenchée, elle est doublée d'un affrontement ethnique entre les populations Hutus et les populations Tutsis. Ce qui signifie que les rebelles Tutsis ont massacré des Hutus, l'armée gouvernementale Hutu a massacré des Tutsis. Les populations Hutus ont été victimes de cette guerre et de cette tragédie. Les populations Tutsis ont été également victimes de cette tragédie. Or, que fait le tribunal pénal international? Le tribunal pénal international a arrêté et incarcéré exclusivement des Hutus. Or, dans le mandat de ce tribunal, il lui a été dit qu'il fallait faire la lumière sur tous les crimes qui ont été commis au Rwanda du 1er janvier au 31 décembre 1994. Et le tribunal pénal international a exclu l'attentat du 6 avril du calendrier. Et le même tribunal pénal international a considéré que l'armée gouvernementale Tutsi n'a jamais commis de crimes. Des victimes de plus de 6 millions de citoyens congolais, pour ceux qui n'ont pas une idée, c'est presque l'ensemble de la population du Danemark qui a été éliminée de la carte. Ou l'ensemble à peu près de la population de la République centrafricaine. Donc les gens regardent ça comme si ce n'était pas un problème. On regarde la situation du Congo et la tragédie du Congo comme si ce n'était pas grave. Et je dis qu'en Afrique centrale, si les gens en Afrique centrale ne prennent pas conscience de la gravité de la situation, eh bien, comme on dit, ils seront le next, comme on dit ici aux États-Unis. Donc, pour éviter ils seront les prochaines cibles. Donc, pour éviter que cette tragédie se propage, parce qu'aujourd'hui, cette situation, qu'est-ce qu'elle a créé à l'est du pays? Elle a créé une situation de suspicion de toutes les populations ethniques les unes envers les autres. Parce que ce que les extrémistes Tutsis ont imposé au Congo fait qu'il y a des Congolais qui peuvent prendre d'autres Congolais pour des Tutsis et qui peuvent les prendre pour des suspects. C'est quelque chose qui est en train de se créer dans la mentalité de la région, une espèce de culture de la violence qu'on impose, et je considère que la communauté internationale est irresponsable en laissant ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire à l'est du Congo. Tout à l'heure, là, quand j'ai commencé mon intervention, j'ai tenu quand même à signifier votre origine, puisque c'est quelque chose qui me tique toutes les fois que j'ai lu vos écritures, de voir que vous n'êtes pas congolais, pour commencer, mais vous travaillez vraiment avec passion sur ces dossiers qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Mais en faisant tout ça, quelle est la finalité? Quel est l'aboutissement de votre démarche? Qu'est-ce que vous voulez qui arrive, qui n'arrive jamais? Je veux tout simplement que les Africains soient conscients que dans ce continent, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de vivre en paix chez eux, de pouvoir partager une vie avec leurs voisins. Mais ils n'ont pas la possibilité, depuis 1994, dans cette région.
parce que les extrémistes tutsis rwandais ont imposé une culture de la terreur dans toute la région, en commençant par leur pays d'origine. Et depuis cette époque, le Congo du président Mobutu s'était opposé à cette affaire. Ils vont faire payer cela à Mobutu en 1997 quand ils vont venir participer à sa chute. On se retrouve avec au moins 4 présidents assassinés sans qu'on fasse la lumière là-dessus. Le premier président Hutu du Burundi, Melchior Ndadaye, élu en 1993, il est assassiné en octobre 1993 sans que la vérité soit faite de façon complète sur son assassinat. Quelques mois plus tard, en avril 1994, 2 chefs d'État, le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et Cyprien Ntaryamira du Burundi, sont assassinés. Ça fait 3. En 2001, je crois, ou 2000, le président Laurent Désiré Kabila est assassiné à son tour à la tête de la République démocratique du Congo. Il ne se passe rien. Des enquêtes sont tout à fait erronées, bâclées, et on fait comprendre aux gens, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, quand on instaure dans cette région-là une culture de l'assassinat politique au plus haut sommet de l'État, on veut simplement que toutes les populations s'habituent à la terreur, au crime, comme un paramètre naturel à la fois de la vie politique et de la vie sociale. Le nombre de femmes congolaises qui sont aussi violées par ces extrémistes tutsis, mais la femme de M. McCain a dénoncé aux États-Unis ici les violences faites aux femmes. Il y a de nombreuses personnalités qui ont dénoncé les crimes sexuels faits aux femmes congolaises. À ce jour, les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, personne n'a sanctionné le Rwanda dans ce comportement. Donc je voudrais simplement que les Africains prennent conscience qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans cette partie du monde. Le Rwanda est devenu le sous-traitant officiel de la mondialisation en Afrique noire. Et ceux qui veulent prendre conscience de cela peuvent constater que si on n'arrête pas cette machine, si on ne neutralise pas ce groupe de gangsters, je pèse mes mots quand je dis que c'est un groupe de gangsters, parce qu'ils ont assassiné autant les Rwandais, leur population, que les Congolais, sans que cela fasse l'objet d'une moindre inquiétude. Donc je pense que si on laisse cela se propager, eh bien, l'ensemble de la sous-région va être contaminé. Monsieur Charles Onana, vous avez quand même fait beaucoup d'études sur la région du Grand Lac, et ça fait quand même longtemps que vous êtes sur les dossiers. Et tout à l'heure, là, vous avez fait allusion à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Est-ce que connaissez-vous quelque chose qui a assassiné Kabila? Ce serait prétentieux de ma part de dire que je sais qui a tué Kabila. Mais ce que je sais, c'est que le Rwanda de Paul Kagame est impliqué dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il y a au moins un agent de service de renseignement rwandais qui a déjà témoigné devant le juge espagnol et qui explique les circonstances dans lesquelles l'assassinat de Kabila est arrivé. Je pense que, eh bien, quand l'enquête du juge espagnol sera terminée, les gens auront la possibilité d'avoir des informations sur cette affaire. Mais je constate simplement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se pressent à demander des enquêtes sur les assassinats de tous ces chefs d'État dans la région. Et c'est extrêmement grave. Y a-t-il eu une implication de monsieur le président Joseph Kabila, selon vos enquêtes? Moi, je n'ai pas explicitement enquêté sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, mais j'ai eu des informations, comme je vous dis, que je sais que le Rwanda est impliqué. En ce qui concerne Joseph, je pense que c'est la mort de son père. Il doit faire, il me semble d'ailleurs aussi que sa sœur a été assassinée à Kinshasa
au moment où elle demandait aussi des enquêtes sur la mort de Laurent Désiré Kabila, je pense que Joseph devrait faire aussi preuve de beaucoup d'un esprit d'initiative, de beaucoup d'enthousiasme pour faire toute la lumière sur la mort de son père. Je pense que c'est le minimum qu'il peut faire pour la mémoire de son père. Je reviens sur cette chose puisque je vois cette passion que vous avez sur le dossier vraiment congolais. Est-ce que le gouvernement congolais vous soutient dans cette lutte que vous avez? Moi, je ne sais pas. Posez-leur la question. Moi, je ne travaille pas pour être soutenu par un gouvernement ou même par l'opposition. Quelles sont vos relations avec le gouvernement de M. Kabila? Mais je n'ai pas de relation avec le gouvernement de M. Kabila, ni avec aucun autre gouvernement dans la région pour ce dossier. J'essaye simplement de faire mon travail de journaliste. Et je pense que, évidemment, c'est un travail qui est très compliqué, très difficile, qui met un certain nombre de personnes en cause, mais les gens que je mets en cause sont des gens qui sont impliqués dans les dossiers.